Il faut des démonstrations de force avec le couteau. Mais quand on essaie d'interdire ça, ça va mobiliser. Donc, dans la lutte, il nous faut marginaliser, il nous faut minimiser rien. Mais parfois, c'est les choses les plus simples qui mobilisent les populations. Et vous avez vu dans certains pays, c'est le pain, c'est l'augmentation du prix du pain qui a soulevé la population pour chasser le dictateur. Parfois, c'est la suspension de l'Internet au Népal récemment. C'est ça qui a soulevé le peuple pour déstabiliser le système. Donc voilà, il faudrait créer des conditions pour rassembler toute la population autour des idéaux qui concernent chacun individuellement et collectivement. Et c'est ça que ça va marcher. Bon, avant... On va peut-être aller vers une... On va peut-être permettre d'ouvrir le débat, avoir les contributions de Papa Naboema, de Zobia, et puis on va revenir à toi pour, si tu veux, compléter avec d'autres éléments. Oui, je vais prendre mon stylo pour prendre note. Donc, merci beaucoup. Je crois que je suis à vous tout de suite. Et on va continuer les débats et les questions-réponses sur des trucs pratiques et on va voir ce qu'on peut faire. Merci. Donc, je note globalement, Constitution, si tu peux muter Carlos, pour que le truc puisse passer. OK. Alors, merci beaucoup, Carlos, pour cette, je dirais, cette présentation introductive qui essaie de mettre un lien entre l'ethnisation du Togo, la cartographie de l'ethnisation, même si on n'a pas beaucoup l'approfondi, et la cartographie militaire qui est liée à l'enrichissement pour permettre aux pontes du régime d'avoir un peu une certaine influence dans les différentes régions. Ils appauvrissent la région, ils s'enrichissent eux-mêmes, mais également ils sont prêts à réprimer cette région-là quand la population se soulève ou utilise la corruption pour que les gens de cette région ne s'associent pas à des mouvements de soulèvement ou de révolution. On a aussi noté que ça ne vient pas d'aujourd'hui et que les Français, les colons l'ont utilisé et au cœur de tout ce dispositif de terreur, il y a la violence avec l'assassinat. Avec l'assassinat du président Sylvanus Olympio pour créer la terreur et la peur. Néanmoins, il y a de l'espoir puisque aucun peuple il y a de l'espoir puisqu'aucun régime n'est resté éternel. Il y a toujours les moments de croissance, de naissance et de croissance, d'apogée, mais il y a également le moment de déclin. Aujourd'hui, le régime de Faure Gnassingbé est dans ce moment de déclin. Il suffit seulement que le peuple togolais retrouve son énergie, se réunit autour de ses leaders emblématiques et que nous puissions, dans une synergie d'action, aller vers la conquête de notre liberté, celle qui nous a été arrachée depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Donc, d'abord, on va donner la parole au doyen, Papa Naboema. Il a écouté avec beaucoup de patience ton développement, ta présentation. Je voudrais voir son avis, ses observations, ses critiques ou d'autres éléments enrichissants pour pouvoir nous éclairer sur les aspects qui ont été présentés au développement. Doyen Naboema, vous avez la parole. On va peut-être l'aider à se démuter. Mon micro sera muté dans 1 minute. C'est ce qui est affiché chez moi. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. C'est bon, il est muté. OK. Allô. Papa Naboema, vous avez la parole, on vous entend. Merci beaucoup. Donc, je remercie mon ami qui vient de faire l'exposé brillant. Et je le remercie pour le travail immense parce qu'il a pratiquement touché tous les domaines qui concernent les problèmes que nous avons au Togo ici. Ce qu'il a dit est vrai. Alors, mais il faut quand même comprendre une chose.
Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, dans tous les groupes ethniques, dans chaque région, il y a des gens qui profitent du régime. Il y a des gens qui profitent du régime. Il en a souligné, qui s'enrichissent, qui ont des maisons, qui ont des châteaux par-ci, par-là, et ceci, cela. Mais ils sont combien? Ils sont une minorité. C'est ça leur malheur. Et ils pensent qu'en ayant beaucoup d'argent, ils sont heureux. Mais ils se font distinguer du peuple. Le peuple sait qui est la cause de sa misère. On les connaît. Vous voyez, dans chaque groupe ethnique, quand vous prenez l'ensemble de ceux-là qui sont riches depuis il y a des mois jusqu'à nos jours, ils représentent combien? Ils sont combien? Ils représentent quel pourcentage? Quand vous lisez chaque année les rapports de la Banque mondiale, l'État des nations, chaque année, ils produisent un rapport. Mais ils ont toujours démontré depuis des années, c'est bizarre, que quand vous prenez le Togo, quand vous prenez les 5 régions au Togo, les régions au nord, la savane, la région de savane, la région de la Kara, mais la plupart des habitants n'ont pas $1 par jour. La plupart n'ont pas $1 par jour. Des savanes à la région centrale. Alors, quand vous arrivez dans la région des Plateaux et Lomé, les gens ont en moyenne $1 ou plus par jour. Donc ça veut dire que plus de 90%, si vous voulez, des gens sont dans la misère. Le régime, depuis qu'il est là, malgré sa violence, malgré sa terreur, il n'a pas réussi à accroître sa base économique et sociale qu'il soutient. Quand vous prenez l'Europe, il y a une classe capitaliste qui est propriétaire des multinationales, qui dirige les journaux, qui est à la base des recherches de l'avancée technique. Mais est-ce que nous avons ça ici? On n'a pas ça ici. Les nôtres qui s'enrichissent ici, ils prennent l'argent des caisses de l'État. Ils s'enrichissent des caisses de l'État. Vous voyez? Donc, on n'a pas une classe ici capitaliste qui contrôle tout. L'économie, les finances, l'armée. Regardez les Européens. Mais les armes sont fabriquées par des privés. Les armes sont fabriquées par des multinationales privées. Est-ce qu'on en a ça ici? À part le fait qu'ils ont construit une maison ici, ils ont telle voiture par-ci, par-là, ils sont à la base de quoi? Donc c'est une bourgeoisie comprador. Évidemment, il y a longtemps qu'ils nous maltraitent, mais qui n'ira pas loin. Ça c'est clair. Parce qu'une fois que le peuple prendra conscience qu'il est capable de mettre dehors, ils tomberont. Ils tomberont parce qu'ils ne représentent rien du tout. À part construire les maisons dans leur village, dans leur ville, avoir quelques sous dans telle banque, c'est fini. Mais ils ont quel cadre de ce régime-là a réussi à industrialiser sa région? Est-ce que Kara a une industrie? Mais il faut même remarquer, il y avait même des sociétés d'État avant. Mais toutes ces sociétés sont où? C'est parti. Et aujourd'hui même, ils sont en train de tout privatiser. Quand on dit on privatise, les banques, les assurances, tout est privatisé. Mais qui sont ceux qui achètent des actions? Est-ce que ce sont les populations de Kara, les populations de Bassa ou d'Anéo qui achètent? Ce sont des multinationales, ce sont des étrangers. C'est-à-dire qu'ils passent le temps à appauvrir leur population. Et moi, je suis sûr que c'est ça qui va la faire tomber. Il n'y a rien à faire. Parce que tout le monde voit aujourd'hui. Tout le monde voit aujourd'hui dans quelles conditions nous vivons. La jeunesse. Mais regardez, par exemple, l'enseignement aujourd'hui. Ils ont pratiquement privatisé l'enseignement. C'est-à-dire que l'État se retire de l'enseignement. Aujourd'hui, la plus grande partie des écoles
que ce soit des lycées, des CEG, des centres de formation, c'est privé. La plupart, c'est privé. Vous comprenez? Par exemple, après le bac, ceux qui n'ont pas les moyens de continuer à l'université, si vous voulez faire le BTS, il faut payer. Les écoles de BTS, vous avez au moins 500 000 francs. Combien des paysans qui n'arrivent même pas à donner 25 000 francs à leurs enfants pour s'inscrire à l'université du Bénin, comment il peut payer 500 000 francs pour que son enfant puisse, en 2 ou 3 ans, faire un BTS? Vous comprenez? Alors ça veut dire que même aujourd'hui, tous les emplois, les gens ont accès à partir du BTS. Tous ces emplois sont fermés aux paysans, sont fermés aux enfants des paysans. Vous comprenez? Les gens sortent, ils ont des BTS par-ci, par-là, mais combien de paysans ont leurs enfants qui quittent mon village, Kabou, Sotobois ou ailleurs, pour venir payer 500 000 francs par an pour que son fils puisse avoir un BTS et avoir un diplôme? Même ceux qui ont ce diplôme, ils vont travailler où? Puisque les sociétés d'État sont fermées, c'est privatisé. On est en zone franche. Et ces zones franches sont contrôlées par les étrangers. Des Indiens, des Chinois, etc., qui contrôlent ces sociétés en zone franche. Est-ce que vous comprenez? Et dans ces sociétés en zone franche, on n'embauche même pas des cadres. Ce sont des petits employés qui embauchent. Tu comprends? Les mèches à Mina, les ceci ou cela. Donc les gens font des diplômes, des BTS qu'on sort, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi. Alors, depuis que ces gens sont arrivés au pouvoir, surtout M. Faure Gnassingbé, mais l'État a tout perdu. Et ils donnent des marchés aux multinationales, ils savent ce qu'ils gagnent, mais ces multinationales ne sont pas là pour développer nos pays, ne sont pas là pour donner des emplois aux nôtres. Tu comprends? Ils sont en zone franche. Et dites-vous, tenez-vous bien, lorsqu'ils ont fermé les sociétés d'État, qu'ils ont introduit ces histoires de zone franche, mais M. Djondo, l'ex-ministre Djondo, qui était ministre des sociétés d'État, mais a dit qu'avec la création de la zone franche, mais ils vont mettre fin au chômage. Il a accordé une interview au journal Le Monde et il disait que avec la zone franche, mais ils vont créer 125 000 emplois par an pour la jeunesse togolaise. Qu'avec la zone franche, ils vont créer 125 000 emplois par an. Alors, le journaliste du Monde lui pose la question de savoir, mais monsieur le ministre, mais le Togo qui est un petit pays comme ça, comment vous allez faire pour trouver 125 000 travailleurs chaque année? Il a dit, mais nous allons importer la main-d'œuvre. Le ministre Djondo a dit qu'ils vont importer la main-d'œuvre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais aujourd'hui, ils se vendent parce que c'est lui qui a fait, qui a créé EcoBank, qui a créé quoi, Sky, EcoBank, mais ce n'était pas ça. Il avait fait introduire la zone franche qui va créer des milliers d'emplois pour les Togolais. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Quand vous prenez l'enseignement, parce que pour qu'un pays se développe, il faut que l'enseignement soit qu'on investisse suffisamment pour l'enseignement, pour former des techniciens, pour former des savants. Mais ils ont tout privatisé. Ils ont tout privatisé, même dans le domaine de l'enseignement, dans certains villages. Mais ce sont des villageois qui cotisent pour créer des écoles. C'est des villageois qui cotisent pour créer les écoles, pour recruter les enseignants. Et c'est des milliers de situations pareilles. Alors, vous voyez ces gens-là, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Le seul moyen qui les arrange, ils ont la répression, ils ont l'armée, ils ont la police, ils répriment les gens. Mais ils ne doivent pas oublier que ces gens-là qui nous oppriment, ces militaires qui nous massacrent, ce sont nos frères. Et ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Et aujourd'hui, ils ne vont pas réussir à manipuler n'importe quel agent de sécurité pour leurs intérêts. Parce que ces agents de sécurité, ils n'ont pas, à part leur salaire, ils ont quoi d'autre? Les militaires, ils sont de la misère comme tous. Ils sont de la misère comme tous. Vous vous rappelez très bien à la conférence nationale souveraine, c'est
le Premier ministre Kofigo qui a fait augmenter le salaire des militaires. Mais ils avaient des salaires incroyables. Des gens sont à 11 000, à 12 000, à 15 000. Ça, je n'invente rien. C'est Kofigo qui avait fait avancer les salaires des militaires. Ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Parce que du moment où ce régime n'arrive pas à régler les problèmes que vit le peuple, eh bien, c'est ça, c'est à partir de ces problèmes-là qu'ils vont tomber. Merci, mon frère. Merci beaucoup, doyen Nabourema. Je ne sais pas si tu veux faire une transition, parce que il a touché une personnalité que j'ai fréquentée personnellement. Donc, j'aimerais un peu réagir là-dessus, mais je te laisse. Ouais. Ah, ben, tu peux aller. Voilà. Ce que le doyen a dit, c'est bien vrai, parce que le pouvoir togolais a toujours résisté au changement. Et ce qui est un peu écœurant et vraiment exceptionnel au Togo, c'est que quand le pouvoir politique, le système voit quelqu'un en train d'émerger et de pouvoir changer les choses et adoubé par la population, ils font l'effort de le mettre sous éteignoir pour ne pas détrôner le chef sur le plan communicationnel, sur le plan popularité et tout. Donc, Faure Gnassingbé, il envie tout le monde. Il n'est pas d'accord qu'on change. Quand, entre eux, il y a même des dénonciations. Quand tu construis une maison, à l'époque de Adema, tu n'avais pas le droit de construire une grande maison. À l'époque de Adema, tu n'avais pas l'occasion d'acheter une grande voiture dont la marque est supérieure à celle du patron. Tu n'avais pas le droit de faire certaines choses. Tout simplement parce que on est en train de considérer le pouvoir comme une monarchie absolue des siècles derniers en France, Louis XIV, Louis XV, Henri IV, Henri II, tout ça là, comme le pouvoir absolu. Il y a une citadelle autour de laquelle tournent des courtisans et le roi est au sommet comme voilà la reine mère dans la niche des abeilles et les autres sont là pour être à son service. Quand on lit l'histoire de la France, on voit qu'il y a certains rois dont Louis XV, quand il était là, ben, le matin, il y avait celui qu'on appelle, voilà, le courtisan qui est à son chevet. C'est lui qui remit ses pieds pour dire que, il est l'heure de se réveiller. Et quand tu se réveilles, il y a celui qui va l'habiller, il y a celui qui va lui apporter le petit déjeuner, il y a ceux qui vont faire ceci, il y a ceux qui vont faire cela. Et tous les systèmes de commandement sont orientés vers le chef. Et je vois que Faure Gnassingbé, il est obsédé par ça. C'est-à-dire qu'il veut tout contrôler et il veut que le peuple, les courtisans, tout le monde puisse voilà, converger les forces dans tous les domaines. Force économique, force politique, force structurelle, force spirituelle. Tout ça là soit convergé pour qu'il soit le grand patron. S'il avait l'occasion, il pourrait se proclamer maréchal ou empereur comme les autres. C'est parce qu'il pense que ça va beaucoup le ridiculiser qu'il ne le fait pas. C'est cette ambition qu'il a. Donc j'ai fréquenté personnellement Gervais Djondo. C'est un ami, je l'appelle papa, parce que j'ai eu à être très proche de lui, de l'homme à John de Kondi, où je vais souvent dans ce lieu. Avec lui, c'est moi qui ai suscité l'écriture. 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 Il ne doit pas créer des emplois, il ne doit pas être influent, il ne doit pas être au devant et tout. Donc on essaie de neutraliser les actions. Jusqu'à après avoir créé Askai. Gervais Djondo avait le projet de Africa Rail. Africa Rail, c'est-à-dire que le chemin de fer qui devait quitter, je crois, qui devait traverser l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest
jusqu'à Abidjan, passer par le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et le Ghana et la Côte d'Ivoire et aller au-delà. Mais il a voulu créer ça, il avait ça en projet, mais parce que le pouvoir politique n'avait pas d'ambition. Le pouvoir politique au Togo actuel n'a pas d'ambition. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une malédiction qui s'abat sur le Togo où tout ce que l'on essaie de faire, tous les projets, toutes les ambitions ne portent pas. C'est ça qui fait que quand on s'engage, même même pour un petit projet, il tente de créer des projets pour se faire de la popularité, mais ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas. Parce qu'il y a une onde négative qui circule sur le Togo et qui empêche le développement. Et pour que cette onde négative ne soit peut-être évacuée, pour que le Togo puisse évoluer, il faut que le régime parte. Il faut qu'il y ait un choc, une onde de choc pour les faire partir. Sinon, le Togo va rester dans cette situation pendant longtemps. Donc, c'est pour dire que ils ont cette méchanceté de se dire que eux ils peuvent s'enrichir, c'est vrai, et tout cela, mais le peuple qui ne s'enrichit pas, qu'il y a des problèmes, les gens sont malades, les gens ne circulent pas librement et tout, ils s'en foutent éperdument. Ils s'en foutent. Nous avons un chemin de fer qui a été tracé par les Allemands, de Lomé à Blita, jusqu'à 300 km de Lomé. Même si on ne peut pas continuer ce chemin de fer pour aller à Gabon, pour créer un cordon facile où il y aura des stationnements un peu partout dans les grandes localités où les populations peuvent transporter leur retour, des gens peuvent venir facilement à Lomé, où on peut quitter Lomé avec le train et arriver à Dapao en 3 heures de temps. Ils peuvent le faire. Mais c'est un refus systématique parce que il ne va pas l'avenir. Ils ne construisent pas pour l'avenir, ils construisent pour le présent. Et c'est ce qui tue la politique togolaise, c'est ce qui tue l'évolution du Togo. Donc voilà un peu en réaction à ce que le doyen Nabourema a dit. Et c'est ça qui fait que le Togo reste un peu toujours en retard par rapport à tout ce qui se passe. Mais je ne sais pas si j'ai l'autorisation de commenter un peu et d'aller au niveau des conclusions. Bien, je vais laisser